Chers amis de la plateforme Vassera, j'interviens pour la première fois sur cette plateforme, non pas parce que je n'avais rien à dire jusqu'ici, au contraire, mais en tant qu'enfant de la génération 90, je reste traumatisé par les déclarations de nos frères et sœurs de la diaspora dans ces années-là. J'ai encore en mémoire des coups de gueule et mise en garde d'un certain Lazo Isidore qui nous donnait l'impression à chaque fois que quelque chose de gigantesque se préparait. Il m'est personnellement arrivé plusieurs fois d'aller me coucher le soir avec la conviction que en me réveillant le lendemain matin, le Togo serait sans Gnassingbé. Et bien entendu, je n'ai pas l'intention de refroidir les uns et les autres. Je voudrais simplement que nous évitions trop de déclarations va-t-en-guerre pouvant entraîner un excès de confiance chez nos frères et sœurs du terrain, enfin qui sont sur le terrain. De toute façon, nous n'avons aucun intérêt à montrer à nos ennemis nos armes et stratégies. Si j'ai enfin décidé de sortir de mon état d'hibernation politique, c'est parce que la situation actuelle de notre pays exige le concours de nous tous. Je ne prétends détenir aucune vérité. J'espère seulement apporter ma modeste contribution à notre combat politique. Je suis venu avant tout vous parler de ce que j'appelle plan B et de stratégie en matière de révolution et tenter de vous expliquer à quel point leur absence influe sur nos échecs successifs depuis bientôt 30 ans. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler ceci. Une révolution, c'est comme un iceberg. Il y a la partie visible, c'est-à-dire les manifestations populaires, souvent spontanées et très bruyantes, parfois violentes par nécessité. Mais il y a surtout la partie invisible qui demande un effort acharné de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, s'il le faut. Bien sûr, c'est cette dernière partie qui détermine le succès ou l'échec des hostilités. Le plan B en matière de guerre, c'est la stratégie secrète qui permet de s'adapter aux fluctuations du terrain et surtout de surprendre l'ennemi. Et lorsqu'on n'en a pas, ou qu'on n'est pas sûr d'en avoir, il est plutôt judicieux de surseoir à la déclaration de guerre ou du moins de la retarder. Chers amis, la semaine dernière, dès l'annonce de la manifestation du 19 août, j'ai essayé en vain d'entrer en contact avec des responsables du PNP pour parler de stratégie. J'aurais voulu demander à Tchadam s'il avait un plan B. Une manifestation de cette envergure ne pouvait pas être seulement une démonstration de force. Et le vendredi soir, après avoir rongé toutes mes ongles, mais surtout pour éviter de démoraliser les militants du PNP, gonflés à bloc, prêts à aller au front par une interpellation publique, j'ai fini par me laisser convaincre qu'étant de la même génération, 90, Tchadam nous réserva une surprise de taille. Mais l'évolution de la journée de samedi nous a une fois de plus démontré une absence totale de plan B. Sinon, nous ne serions pas entrés dans ce silence assourdissant avec comme corollaire une soi-disant union de petits chefs de partis politiques, encore et toujours les mêmes, pour je ne sais quel objectif. Ah oui, Togo mort, permettant ainsi à la mafia oligarchique de se reprendre et de nous voir venir. Hélas, une fois encore, l'effet de surprise est raté. Et quand j'ai écouté les déclarations de Maître Achadam le samedi en fin de journée, appelant son grand frère Fabre à la rescousse, j'avais compris que l'histoire était en train de se répéter. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est cette affaire de grand frère qui nous a sapé notre révolution en 1991. En effet, dans la nuit du 12 mars
1991, le responsable du collectif des étudiants, des mouvements étudiants alors, étaient retranchés à leur QG face à la mer en vue de lancer les manifestations du lendemain. Étaient présents Jolly Yovodevi, Komlan Aboli, Novi Tioume, pour ne citer que. Évidemment, la question du plan B s'était alors posée. En clair, il s'agissait de savoir la suite à donner à la lutte une fois qu'ils auraient réussi à occuper la rue sur une grande partie du territoire national. Quelques heures de réflexion plus tard, le plan B était tout trouvé. Il fallait laisser les grands frères prendre la suite. Aujourd'hui encore, je continue de croire que si la décision avait été prise de renverser le pouvoir par la rue, Eyadema, surpris par la violence et l'insolence de la jeunesse d'alors, aurait démissionné. Jean Degly ou Hilaire Logo, paix à son âme, ou quelqu'un d'autre, que sais-je, serait devenu président. Mais au lieu de cela, le phare fut créé dans l'urgence et Agboibo, contraint et forcé par ses confrères avocats présents à Oba ce soir-là, accepta mollement d'y assurer la direction. Le plan B était moribond. Mais je voudrais ici insister sur le fait que c'est Maître Akereburu qui avait insisté, donc qui avait demandé, qui avait presque même sermonné Maître Agboibo avant qu'il n'acceptât de prendre la direction du phare. Ça, c'est pour l'histoire. Parce que la tension était telle dans le pays que personne n'avait le courage de prendre le devant. La suite, nous la connaissons. Le samedi 16 mars, Maître Agboibo était allé garantir à Eyadema son fauteuil présidentiel contre la fin des manifestations populaires et une sorte de machin du Forum national après avoir déclaré sur les ondes de RFI qu'un départ immédiat d'Eyadema créerait un vide juridique. Depuis ces événements, ce que nous appellerons plus tard l'opposition n'a cessé de naviguer à vue, allant d'improvisation en improvisation. Vous comprenez mon inquiétude sur le cas Achadam avec encore une affaire de grand frère. À la fin de la conférence nationale, si Messon Inevi s'était finalement décidé à présenter sa candidature au poste de Premier ministre contre Kokou Kofigo, c'était parce que de sérieux doutes suscitaient quant aux capacités de M. Kofigo à tenir face à Eyadema. Kofigo était élu grâce aux voix du RPT, mais surtout avec le soutien de Gilles-Christ Olympio, qui pensait pouvoir le manipuler pour arriver au pouvoir, oubliant qu'en matière de manipulation, Eyadema était un as. Dans ces conditions, les responsables de l'opposition se devaient de poser la question: que faire si Kofigo échouait? Bref, il fallait un plan B. Mais au lieu de cela, ils étaient tous devenus des courtisans du grand premier ministre jusqu'à ce que ce dernier n'allât se prosterner avec armes et bagages devant Eyadema contre du pognon, choisissant ainsi d'entrer dans l'histoire du Togo par un trou de souris avec, alors que les portes lui étaient grandement ouvertes. On s'en rappelle très très bien. En 1992, à une époque où la maison de feu Maître Okansé à Bain servait de base arrière au Ford, front de l'opposition démocratique, ce dernier affirmait souvent avoir interpellé en vain ses frères de l'opposition sur l'opportunité de se doter de moyens percutants, ce que nous appelions à l'époque à Banvi, afin de changer le rapport de force en leur faveur. Disait-il. Mon frère Daglo Agbeleko peut confirmer la véracité de ces faits. Plus tard, à la veille du lancement de la grève générale illimitée, nous étions quelques jeunes à avoir demandé à nos grands frères ce qui se passerait si, après 2 mois de grève, Eyadema ne bougeait pas un pouce. Bref, il fallait un plan B encore. Il nous a été répondu que la communauté internationale s'en indignerait.
La conséquence, c'est que nous avions fait presque 1 an de grève pour n'obtenir en tout et pour tout que les fameux accords de Ouagat. Je peux multiplier ainsi les exemples. Chers amis, il y a 2 ans, j'ai observé, éberlué, mais avec attention, la proclamation ubuesque des résultats des dernières élections présidentielles. J'ai vu avec tristesse comment notre ami Pedro Amozo s'est battu tout seul contre les soldats du régime pour tenter de les empêcher en vain. J'ignore ce que mon ami Amozo est devenu, mais j'imagine sa grande déception. Sur mon lit d'hôpital, je hurlais Fabre. Le plan B, c'est maintenant, au point qu'une infirmière dut intervenir pour me calmer. Ce jour-là, j'ai eu la confirmation que Fabre se satisfait de sa position de leader de l'opposition et la façon dont lui et ses soutiens se gargarisent avec cette appellation pompeuse de chef de file de l'opposition en est la preuve. Il suffisait de remplacer Fabre par Adama Barrow et le petit Nyansibé par Yaya Jammeh pour s'en convaincre. Bien sûr, les couilles molles de tous bords me diront que le Togo n'est pas la Gambie. Je leur réponds que nous avons le devoir d'expérimenter d'autres méthodes au lieu de recycler perpétuellement ce qui n'a jamais marché. Jean-Pierre Fabre fait donc de la politique de la même manière que Gilles Olympio, Baba, Lévon Yorovia, Agboibon, le bélier de Yoton, Ninevi, Ayeva et autres. Malheureusement pour les partisans du PMP et pour tous les Togolais, notre Adam est en train de les rejoindre. Mon cher frère et ami Firmin Yovo Devi, de vous 3 que j'ai cités plus haut, tu es le seul à être encore actif sur le champ de la lutte, les 2 autres ayant rejoint par dépit la horde de tous ceux qui pensent que Yochan Yuano, Yotoviadi ou peut-être que Agbebarano Kou, en ayant inscrit sur la plateforme revendicative qui avait sanctionné la conférence de presse du 12 février 1991 au foyer Pi 12, l'autorisation de création de partis politiques au Togo, vous avez mis la charrue devant le bœuf. Et là, je m'adresse aux anciens membres du collectif. Vous avez donc la responsabilité de remettre les choses à leur place. Car la dictature étant un pouvoir illégal de par sa nature, les tests qu'elle produit ne lui servent qu'à assurer sa pérennisation. Cela étant, tout parti politique, soi-disant légaux, exerçant les activités dans une dictature, n'est rien d'autre que des cautions, une caution ou un alibi. La dictature tolère les partis dès lors qu'ils ne menacent pas sa survie et peut les arrêter ou les manipuler à sa guise. On ne négocie pas avec une dictature illégale. On la remplace par un ordre légal. Et comme le clame si bien haut notre hymne national, c'est vaincre ou mourir, mais dans la dignité. Aucune place pour la compromission. Chers amis, je voudrais finir ma causerie nocturne en m'adressant directement à toutes celles et tous ceux de mes compatriotes qui ont entre 15 et 20 ans. Jeunesse togolaise, en ayant pour toi l'impertinence et l'insolence de ton âge, tu es plus forte que tu ne le crois. L'heure de ta responsabilité a sonné. Le changement est à ta portée. Le fruit est mûr, mais il faut secouer l'arbre. Tu devrais agir seul car aucun parti politique ne t'aidera. C'est un combat qui demande beaucoup d'efforts, de courage, d'abnégation, de don de soi et surtout de sacrifice. Mais sache que si tu échoues cette fois-ci, ce sera reparti pour 25 ans car un Yacibé peut t'en cacher un autre. Et pour t'aider à traverser toutes ces épreuves futures, permets-moi de t'envoyer cette citation du philosophe espagnol Sénèque à méditer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À bon entendeur, salut.